insister sur le plaisir et l'honneur que nous fait Nicolas d'être venu pour présenter ce séminaire dans le cadre d'un aller-retour entre la côte ouest des États-Unis et donc le sud de la France. Donc encore merci, et puis Lionel va nous dire quelques mots sur le parcours de Nicolas et qu'on va bien sûr retrouver dans l'exposé que nous attendons tous avec impatience. Bonjour et merci d'être venus si nombreux. Donc Nicolas Melot, vous voyez un logo, Unity, certains d'entre vous connaissent, c'est lié au jeu vidéo, et vous pouvez vous demander, mais quel lien entre du jeu vidéo et l'IRT Saint-Exupéry? Bon, il y a un autre logo un peu plus haut, qui est la NASA. Nicolas a quand même passé 10 ans à la NASA, c'est un peu le spatial, c'est un peu notre domaine. Et il vous montrera, en plus d'être passé chez le fabricant à la pomme que tout le monde connaît, et chez un constructeur automobile qui fait des véhicules autonomes, que les techniques employées dans le monde du jeu vidéo sont extrêmement importantes et peuvent s'appliquer bien au-delà du jeu vidéo. Et donc je vous demande d'accueillir et d'applaudir Nicolas Melot. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci d'être venus. Merci à l'IRT de m'inviter. Special dédicace pour Lionel, sans qui je ne serais pas là. Lionel m'a présenté, je ne vais pas répéter. Ma spécialité, c'est la robotique et c'est particulièrement tout ce qui est decision making. Et donc planning, reinforcement learning. J'enseignais le machine learning aussi il y a 20 ans à Brown University. Et puis après, j'ai fait beaucoup de robots. Des robots qui ont été déployés, pas des robots de labo. Ok. Il faut trouver juste la bonne distance du micro, ça va pas être facile. Je vous demande aussi de me pardonner parce que je suis très très fatigué après 2 semaines de conférence, donc je vais peut-être parfois hésiter un peu. Anyway. Ok, donc ça c'est un talk, je vous ai pas préparé un talk spécialement, je vais répéter le talk que j'ai fait au DataDays et j'ai un petit bout de talk d'une conférence de gaming que si j'ai le temps je voudrais passer après. Donc je vais vous répéter un talk que j'ai fait pour les DataDays cette année, une conférence qui parle beaucoup de machine learning et j'ai voulu faire un peu de provocation, donc j'ai fait une conférence qui parlait j'ai fait un talk qui parlait de l'importance des techniques qui ne sont pas du machine learning. Donc, AI of Data, AI of Models, c'était le titre de mon talk. L'AI of Data est extrêmement à la mode en ce moment. Encore une fois, pardonnez ce slide qui est un peu vieux, j'aurais pu le faire un plus récent avec les mêmes thèmes. Il y a un buzz absolument incroyable autour de l'intelligence artificielle depuis 5-10 ans, qui a été enclenché par les énormes progrès dans le machine learning, particulièrement l'approche deep learning. Vous êtes probablement familier avec cette approche, donc il s'agit de modéliser les neurones, faire des petits modèles électriques des neurones, et puis les assembler en réseaux de grande taille. Et ensuite, ces réseaux de neurones se comportent un peu comme une boîte noire produisant un output Y à partir d'un input X en fonction d'une matrice de poids, de connexion, des poids des connexions. On sait définir si on sait ce qu'on veut faire avec ce réseau de neurones, on peut définir une fonction de loss. Aussi, je vais vous demander de me pardonner mon franglais, il va en avoir beaucoup. Et on sait qu'on peut descendre le gradient de la fonction de loss, c'est-à-dire ajuster les poids du réseau de neurones pour petit à petit amener la fonction vers ce qu'on veut. Donc, et ça, c'est une des techniques de base étant la descente de gradient que je suppose que vous connaissez tous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça, c'est des idées qui sont vieilles. Et ce qui s'est passé il y a 10 ans, c'est qu'il y a eu quelques tricks algorithmiques, quelques trucs, par exemple le partage des poids, qui ont transformé le multilayer perception en convolutional network. Et most importantly, on a été capable de vectoriser la computation et donc de la mettre sur le GPU. Et du coup, on a pu processer des volumes de data beaucoup plus grands. Et on est à l'époque de everything big. On veut beaucoup de data, des gros networks et des learning time parfois de plusieurs mois. Donc more data is more AI. On a vu apparaître quelques
phrases comme Data is the new oil. Donc en préparant ce talk, je me suis amusé à googler Data is the new oil, et franchement, j'ai bien rigolé. Why data is the new oil? Why data is not the new oil? If data is the new oil, why am I still poor? C'était très drôle, donc je vous invite à le faire, c'est très funny. Donc, comme toujours, ça amène à des excès. À la Game Developer Conference, l'année dernière, j'ai été invité dans un panel sur l'AI pour les jeux. Et l'animateur du panel a commencé la journée en disant « Aujourd'hui, on ne va pas parler on va parler d'intelligence artificielle. On va dire machine learning à la place. Parce que l'intelligence artificielle, ça fait peur, c'est penser à Terminator, et de toute façon, c'est la même chose. » Ça commençait mal. J'ai dû commencer ma première intervention en disant que je n'étais pas d'accord avec... c'était pas cool. La vérité historique, c'est ça. Au début, il y avait les AI. Dans les AI, on a fait du machine learning. Et puis dans le machine learning, on a fait du deep learning. Et donc, aujourd'hui, des gens disent que la partie bleue n'existe pas. Donc, je vais vous parler de la partie bleue. Et qu'est-ce que c'est la partie bleue? La partie bleue, c'est des modèles. C'est des modèles experts. Souvent développés par des experts du domaine, par des chercheurs en IA ou par collaboration. Donc, y a-t-il encore une place pour les modèles aujourd'hui? C'était le but de mon talk. Et donc, je vais faire un disclaimer aussi. J'ai bien dit aujourd'hui. Parce que je ne vais pas prétendre que je vais savoir, que je sais qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans. Peut-être que je vais dire des choses qui vont paraître un peu ridicules dans 20 ans. Mais ce que je vais vous dire, c'est ce que je réponds aux gens qui viennent me voir, qui ont des jeux vidéo, qui ont des problèmes d'AI. Et souvent, ils arrivent et ne parlent qu'une chose, c'est des machine learning. Et je suis obligé de recadrer un peu. Et je vais faire un peu la même chose. On y va. Alors, chaque fois qu'on fait un transparent comme ça, on a tort. Mais c'est juste, ça c'est un artefact pour structurer mon talk. Donc pour structurer mon talk, j'ai divisé les AI en 3 catégories, ce qui est une mauvaise idée. La perception. Donc la perception, c'est faire du sens, to make sense, à partir d'un flot de données continu, possiblement continu, mais un très gros flot de données abstraites. Ça peut venir d'un sensor, ça peut venir d'une caméra, ça peut venir d'un LiDAR. Et comment comprendre, comment créer un modèle logique, reconnaître une voiture, reconnaître l'espace navigable, à partir juste du flot de data des caméras. Et j'inclus le data mining dedans. Si on monitore l'activité d'un individu sur Internet, c'est un peu comme un sensor qui nous balance des tonnes de données et on veut essayer de faire du sens avec ces données. Ok, donc ça sera la première partie. Vous allez voir, je ne vais vraiment pas rester longtemps sur cette partie-là. La deuxième branche, c'est ce que je préfère, personnellement, tout ce qui est decision making, donc une génération de tout le behavior, contrôle des robots, les behaviors dans les simulations, problem solving, game playing. Et finalement, en dernier, je parlerai de ce qu'on appelle le content generation, un concept qui n'est pas si commun que ça en dehors du gaming, mais très important dans le gaming et dans le monde de la simulation. Ok, on va démarrer par la perception. Donc, la perception, je dis que j'allais très vite, il n'y a rien à dire. Hein. Data mining et machine learning, c'est pratiquement un synonyme. Il y a des gens qui se fatiguent à chercher des définitions. Mais, le machine learning, on a très rapidement compris en intelligence artificielle que si on voulait recréer à la main le processus de décodage d'un flux d'informations comme une caméra, on n'y arrivait pas. Mais par contre, on arrivait à reproduire à la main le processus d'apprentissage de la perception. Et le machine learning a été vraiment le data mining et l'empire du machine learning. Et, à titre d'anecdote, j'ai juste rajouté ce transparent. Je me demande si c'est pas un peu flou, by the way. À titre d'anecdote, qu'est-ce que pourrait être une approche non machine learning à la perception et à la prédiction? Ça, c'est un papier qui a été publié 1 mois avant la Coupe du Monde par Electronic Arts. Petit test. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent à FIFA dans la salle? Yeah.
Ok. Donc FIFA, c'est le jeu de simulation de football le plus fameux, probablement, peut-être le plus joué. Et un mois de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, ils ont fait un update de leur software, de leur jeu, en updatant les statistiques des équipes et tout. Et puis, ils ont repris le bracket de la Coupe du Monde, exactement la composition, et ils ont fait des matchs AI contre AI. Et donc, je vous invite à aller voir la page, c'est vraiment impressionnant quand même. Non seulement ils ont prédit que la France gagnait, mais il y a plein de matchs où ils ont le bon écart de but, ils ont prédit des surprises avec la Belgique et tout, que des gens n'avaient pas vu venir. Intéressant. Je le mentionne un peu parce que je pense que ça dit quelque chose sur la qualité de l'industrie du jeu vidéo, ce genre de résultats. Et puis, c'était. Donc, si on devait faire du data mining avec des modèles, ça pourrait ressembler à ça? Peut-être. Ok, donc maintenant, bougeons à ce qui va vraiment nous intéresser, aux deux sujets qui nous intéressent le plus. Donc, on va commencer par la decision making. Alors, le decision making, traditionnellement, il y a 20 ans, ce que j'entendais dire, c'est que l'équipe la plus forte, c'était l'équipe de la NASA qui faisait du planning. Il y a 20 ans, c'était l'approche dominante. Automated planning, comme il était développé à la NASA, et puis aussi par certaines personnes à Toulouse, comme le LAS. Et donc, c'était vraiment basé sur des modèles. Donc ça, c'est un petit slide, un petit transparent pour expliquer comment ça marche. Donc, prenons par exemple la navigation. Donc, le problème de trouver le plus court chemin dans un monde, dans un environnement, entre un point de départ et une destination. C'est généralement fait en créant un modèle de l'environnement. Ça peut être un graphe discret comme ça, ça peut être une navigation mesh, comme ils disent, qui est continue. Ça peut être une probabilistic roadmap. Ça peut être plein de choses. Mais il y a un modèle dans lequel il y a des états qui représentent des localisations, des lieux, des locations. Je vais utiliser ce mot-là parce que je n'y arrive pas en français avec ce mot-là. Donc, chaque état de mon graphe est une location. Il y a une correspondance one-to-one. Chaque action est une locomotion. Et elle va changer ma location. On peut rajouter des coûts en vert sur les actions. Et ensuite, étant donné un état de départ, on a plein d'algorithmes qui peuvent trouver le plus court chemin. Globalement, l'idée, c'est un peu d'explorer toutes les séquences d'actions, plus ou moins explicitement, en fonction de l'algorithme qu'on utilise, et pour chacune, additionner les coûts, et puis de prendre la meilleure. Un algorithme comme Star ne fait rien d'autre que faire ça de manière implicite, en évitant explicitement, mais l'idée, c'est qu'on va explorer tous les chemins et prendre le meilleur. Donc cette idée peut se généraliser au-delà de la navigation, et encore une fois, je ne vois pas très bien. Donc pour utiliser ce même principe de recherche dans un modèle ou dans un graphe pour générer d'autres behaviors que la navigation, on va augmenter notre état et augmenter nos actions. Donc je vais rajouter dans mon état, je garde l'information en ce qui concerne la localisation, mais je rajoute par exemple des informations sur mon inventaire. J'ai la clé pour rentrer dans la maison. On peut aussi rajouter des informations sur mes ressources. Mon niveau de fatigue est de 9. Donc mon état est plus riche. Il contient la même information, mais il y en aura en plus. Ensuite, on a des actions plus variées. Donc on a toujours des actions de locomotion qui vont changer ma location et peut-être mes ressources. Mais on peut aussi avoir des actions plus abstraites, comme entrer dans la maison. Et quand je suis dans un monde de jeux vidéo, chaque fois que j'utilise une clé, je la perds. C'est des clés consommables. Donc quand j'entre dans la maison, je ne suis plus at home, je suis in home, j'ai perdu ma clé. On peut aussi avoir des actions qui replenish les ressources, désolé, excusez-moi pour ça. Donc par exemple, comme dormir, qui remettra ma fatigue à 0. Et ensuite, donc on voit que je peux faire un short space algorithm dans un graphe plus abstrait, qui me dira peut-être que c'est le schéma optimal. Enfin, si tous les moyens d'aller directement au but avaient amené mon niveau de fatigue au-dessus de sa limite, la solution optimale est effectivement de passer par la maison pour dormir. Donc là, j'ai utilisé un plus court chemin pour générer un comportement qui contient de la navigation, des actions comme utiliser une ressource, des actions comme replénir, renflouer une ressource. Ok. Donc, si on formalise ça, donc c'est le modèle Markov Decision Process. Hein. Si on formalise ça, on définit une notion de state,
une notion d'état. Donc il peut contenir beaucoup d'informations, pas seulement de l'allocation, un état logique, un planning state. Il contient toute l'information qui est pertinente aux problèmes de décision auxquels je fais face. Et c'est cette information pertinente qui représente le domaine knowledge. Ensuite, à partir de là, on va modéliser donc, les états, les actions, les transitions. On fait un modèle stochastique. Donc on peut dire quand je fais une action, je ne suis pas sûr où je vais arriver. On rajoute des probabilités et des coûts. On appelle ça de l'utilité ou des rewards. Ensuite, le principe de base, c'est de faire des propagations de value. Si je connais la valeur de mes nœuds, la valeur de mes états d'arrivée, à partir de cette information-là, je peux facilement faire une espérance mathématique de mon utilité si jamais j'exécute cette action dans cet état. C'est facile, je prends la récompense sur l'action, je prends la récompense sur la transition, je prends la valeur de l'état d'arrivée, je les additionne, je multiplie par la probabilité. Et puis je zoome sur toutes les alternatives, et ça me donne mon expected cost si jamais j'exécute cette action dans cet état. Okay. Donc après, on peut en mettre plusieurs en comparaison. On va faire voilà, comme ça. Donc toujours des exemples un peu avec une flaveur de jeu vidéo. Donc si j'ai deux actions possibles dans un état, je peux utiliser ce principe. Je vais backpropager la première. Je vois son expected utility, la deuxième. Et ensuite, quand ils ont envie de choisir, moi, je peux prendre simplement la meilleure. C'est très simple. Donc le decision making, c'était surtout fait en une approche, il y en a d'autres, mais une approche, c'était le state-space search, était de créer des arbres énormes de décision, et puis de rétro-propager des valeurs dans ces arbres, en faisant une couche d'expectation et une couche de maximization. Ok. Donc le point qui est vraiment important sur ce slide, on va arrêter les maths après, c'est il y a une équivalence totale entre un plan et une valeur. Ce que je vais appeler une fonction de valeur ou une value function, c'est-à-dire une fonction qui associe une valeur à chaque état. Si vous avez un plan, chaque état a une valeur, c'est l'utilité que je peux recevoir si j'exécute ce plan depuis cet état. Si vous avez une valeur, vous avez un plan. C'est le plan qui maximise gloutonnement cette fonction. Ok, donc il y a une équivalence totale. Donc ça c'est l'approche traditionnelle basée sur les modèles. L'approche data du decision making, c'est le reinforcement learning. Cette petite loops, cette petite boucle sensorimoteur où un agent agit sur une simulation, sur son environnement, reçoit une observation. Il y a une notion de reward qui est en général représentée comme un élément externe. Et sur ce transparent, j'ai mis le reward comme une boucle interne en référence aux origines de la théorie de la décision. Au début de la théorie de la décision, l'utilité, c'était un modèle des préférences du décideur, et ce n'était pas quelque chose d'extérieur. C'était une préférence intérieure. Et en général, de formuler un problème où on ne connaît pas l'utilité, ça veut dire qu'on est en train de créer une machine, mais on ne sait pas ce qu'elle veut faire. Donc c'est un peu abstrait. En général, on connaît l'utilité parce que c'est ce qu'on veut faire. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment obtenir la bonne utilité. En général, c'est la dynamique. Bon, petit point de détail. Donc, le reinforcement learning. Et quand on passe au reinforcement learning, on va introduire une nouvelle notion, c'est que maintenant, notre réseau de neurones devient un contrôleur. Au lieu d'être un prédicteur, ça devient un contrôleur. C'est-à-dire, en fonction de l'état, il va produire une action. Et ensuite, on peut créer une boucle de renforcement par interaction sur la simulation. J'ai simplifié, mais on peut créer une boucle de renforcement, ajuster les poids du network de manière à ce que les actions produisent soient de mieux en mieux dans le but d'augmenter le total reward. Donc ça a commencé, ça a été la première fois que ça a été le premier gros résultat d'application de deep learning à la decision making au travers d'une boucle de renforcement, c'était sur des jeux vidéo. C'était sur des jeux Atari. Des jeux de mon époque. C'est-à-dire, ils sont assez simples. Ce que les gens ont fait, donc
Comme les convolutional networks étaient en train de remporter toutes les compétitions en computer vision, les gens ont pris pratiquement exactement les mêmes réseaux neurones. Ils ont pris pratiquement exactement la même approche. Ils ont pris un convolutional network qu'ils ont alimenté directement avec des screenshots. Donc, ce qu'on appelle pixel to control. L'input du network est exactement l'output de la caméra. L'output du network est directement un contrôle de... Donc, si on parle d'un jeu électronique, on peut appeler d'un gamepad control ou un joystick control. Donc, c'est ce qu'on appelle l'approche pixel to control. Et ça a bien marché, et tout le monde s'est enflammé. Mais moi, on peut quand même se poser la question, quel problème on a résolu avec ces systèmes-là? Est-ce qu'on a vraiment résolu un problème de décision ou pas? Parce que dans Pong, le problème de décision, c'est quand la balle va à gauche, il faut aller à gauche. Et quand la balle va à droite, il faut aller à droite. Sur un jeu de voiture simple, le problème de décision, c'est quand la roue tourne à gauche, tourne à gauche. Et quand la roue tourne à droite, tourne à droite. Les problèmes de décision qui, en fait, étaient résolus sont presque triviaux. Ils auraient pratiquement pu être résolus par des contrôleurs. Donc en fait, c'est tout. Ce qui était vraiment impressionnant dans ce résultat, c'était la même chose que ce qu'on savait déjà, c'est qu'un deep network peut processer de l'information au niveau de perception et créer une représentation logique du jeu, comprendre ce qui se passe. And by the way, il peut aussi apprendre à bouger la raquette à gauche quand la balle va à gauche. Ce qui était un petit peu moins impressionnant. Bon, il y a eu des progrès, hein. C'était vraiment les premiers résultats. Et je vais en montrer d'autres qui sont bien mieux. Mais avant ça, je voudrais déjà faire un point. C'est que là, on perd du temps. Quand je utilise un network pour... il y a des industries pour qui... Il y a une... Excusez-moi pour ça. Je dis toujours que c'est une industrie... que l'industrie qui va promouvoir une technologie, c'est l'industrie qui retire le plus de monnaie de cette technologie. À l'heure actuelle, les constructeurs de voitures sont en train de promouvoir la recherche sur les LiDAR. Parce que c'est eux qui en ont l'utilisation la plus directe. Celui qui trouve un bon LiDAR pas cher fera une voiture autonome moins chère. Et donc c'est eux qui cherchent. Nous, dans le jeu vidéo, notre offre, c'est les cycles de GPU et les cycles de CPU. Il n'y a aucune industrie qui va faire plus de dollars d'un cycle de CPU économisé que le gaming. Plus le jeu est performant, plus les graphiques seront beaux, plus il y aura de content, plus la pub sera jolie, et plus il y aura des gens qui l'achèteront. C'est as simple as that. Et personnellement, j'ai travaillé à la NASA, j'ai travaillé dans des groupes de recherche de pointe d'Apple. Même les meilleurs codeurs que je connaisse, c'est les gens d'Unity. Ils sont dingues. Depuis que je suis à Unity, les gens nous font des talks avec un algorithme, et régulièrement, ils descendent jusqu'à l'organisation des data dans le CPU. L'optimisation des cycles de CPU. Et donc, nous, ça nous intéresse. Donc, ce petit film, c'est un démo d'un produit Unity. C'est le Machine Learning Agent, si vous connaissez. C'est un petit système pour faire du reinforcement learning à l'intérieur de vos jeux made with Unity. C'est un système de reinforcement learning, c'est un network qui va décider, qu'on a entraîné à suivre les os. D'accord? À suivre c'est un petit chien, un petit network, un contrôleur qui contrôle les muscles du chien, et on l'a entraîné à suivre les os. Vous voyez, on peut en rajouter 50. Ça veut dire qu'on fait 50 propagations dans le network, à chaque frame. Donc là, on est en train de faire 50 propagations dans notre network, on arrive à rester pratiquement à 60 Hz, 60 frames per second. Donc pour nous, c'est important ça. On n'a pas envie de faire 50 fois une propagation dans un network de vision si on sait déjà si on voit déjà l'état du système. Pour nous, déjà, il y a un argument tout bête. C'est qu'il ne faut pas utiliser on a une économie de ressources si on est capable de provider de l'information logique plutôt que de l'information sensorielle à un network. Et la preuve est que quand les mêmes personnes ont voulu s'attaquer à un jeu plus dur que Pong, Go, AlphaGo, qui est le fameux programme qui a battu le champion du monde de Go, ne marchait pas avec une caméra posée au-dessus du jeu. Ils n'ont pas posé une caméra, l'input de AlphaGo, c'était une représentation logique de l'échiquier. Parce que, comme ils attaquent un problème super dur, ils ne vont pas perdre une ressource des AI à essayer de processer l'information de la caméra pour comprendre que c'est comme ça que l'échiquier, on le connaît déjà. De même, récemment, peut-être
Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce résultat. StarCraft, AlphaStar, c'est la dernière AI de DeepMind, vraiment très impressionnante, qui résout un jeu électronique d'une complexité époustouflante. Un jeu qui fait paraître Go facile. Un jeu extrêmement complexe parce que les actions peuvent être paramétrées, on peut produire des unités, mais quel type d'unité et où? Et on peut cliquer n'importe où sur la carte. Chaque endroit où on peut cliquer, c'est une action. Donc le branching factor est complètement hallucinant. Et ils ont récemment, on n'a pas encore l'article scientifique, on a juste la publication sur le blog, mais ça a l'air vraiment bien. Ils ont fait une AI qui bat les deux des meilleurs joueurs du monde de StarCraft, des joueurs professionnels. C'est un jeu qui est très joué en Ligue Pro, en e-sport. Et l'input de StarCraft, c'est pas une caméra. Il y a bien une représentation de la carte, mais c'est une représentation logique. L'AI n'a pas à essayer de comprendre que parce que cette unité est bleue et grise, c'est tel type d'unité. On lui dit non, ça c'est un truc comme ça. On ne va pas perdre du temps, parce qu'on résout un problème. Donc il y a vraiment l'idée de focuser la perception, focuser les computations à l'endroit où on en a besoin. Si vous connaissez quelque chose, il vaut mieux le dire. Comme ça, vous saurez. Et si votre industrie, comme la mienne, est avide de CPU et de GPU cycles, vous préférez mettre des modèles plutôt que des data, si vous avez un modèle. Ne serait-ce que pour procéder. Et les industries qui sont intéressées par le gaming, c'est celle qui est très le plus intéressée, je pense, mais il y en a d'autres. Il y a la robotique, et tous les gens qui font de la finance en real-time, et tous ceux qui sont en real-time sont intéressés par le CPU. Next point. Retournons sur AlphaGo. On va faire un petit passage rapidement par AlphaGo. Qui ne connaît pas AlphaGo? Parfait. Alors, AlphaGo, ça marche comme ça. Je vais pouvoir aller vite si vous connaissez tous. AlphaGo, ça part d'une bibliothèque de matchs entre experts. Et donc, ces matchs sont représentés comme une database, une base de données qui, pour un état, voici la bonne action à faire. Donc, on a toute une base de données, état-action. À partir de là, on peut apprendre un contrôleur qui va essayer d'éviter cette base de données. OK? Supervised learning, on apprend un premier contrôleur. Après, on va faire jouer ce contrôleur contre lui-même. Ça, c'est déjà une petite magie. Quand je vous parle de big data, quand les gens parlent de superhuman performance, derrière ça, il y a quand même superhuman experience. Et ça, c'est de la magie. On prend deux reinforcement learner, on les fait jouer l'un contre l'autre, ils peuvent jouer toute la nuit pendant que tout le monde dort, et ils accumulent en une nuit une expérience absolument incroyable. Donc AlphaGo a joué beaucoup plus de parties de Go qu'aucun être humain n'en jouera jamais. Il est superhuman experience. C'est ça. Donc on le fait jouer contre lui-même et on l'améliore. Puis, quand c'est fini, qu'il est bien, on le refait jouer contre lui-même. Mais cette fois, ce n'est pas pour l'améliorer, c'est pour collecter une nouvelle base de données. Cette base de données nous dit, dans telle situation de l'échiquier, si je joue contre moi-même, je vais gagner. Dans telle situation de l'échiquier, si je joue contre moi-même, je vais perdre. Donc on crée une nouvelle data qui maintenant n'est plus échiquier action, c'est échiquier probabilité de gagner. Ok? On y est. Là, on a fait deux networks. Donc on retire tout ça. Et j'oublie une étape. Oui, donc voilà. À partir de cette base de données, on peut aussi faire de l'apprentissage supervisé. On va apprendre un network qui maintenant peut donner une valeur à chaque état. Donc si on résume, on a deux networks. Un qui nous donne la probabilité qu'une action soit bonne dans un état, et l'autre qui nous donne une estimation de la valeur de cet état. Ok? Et maintenant, AlphaGo, ça marche comme ça. On va d'abord créer ce modèle logique. On va prendre le modèle du jeu de Go, où chaque état, c'est un échiquier représenté de manière logique. On va étendre cet arbre incroyable de old school AI. Et maintenant, on sait que pour résoudre notre problème, il faudra qu'on puisse pas propager des valeurs dans cet arbre, mais il est trop gros. Alors, on va utiliser nos deux networks. Le premier network, celui qui nous donne une probabilité d'action, on va s'en servir pour couper les bords, pour couper l'arbre en largeur. Ne pas s'intéresser aux actions les moins probables, qui ont moins de chances d'être optimales d'après mon network. Après, on va utiliser le deuxième network pour couper en profondeur. Donc, quand on regarde suffisamment loin dans le futur, pas la peine de calculer, on va prendre directement la valeur qui nous est donnée par le learner. Et enfin, au milieu, pour tout ce qui est plus probable
ou le plus proche dans le temps, eh ben, on utilise le planeur. Et, quand Demis Hassabis a présenté ça, maintenant ils n'en parlent plus vraiment comme ça, mais il y a 3 ans, quand il en parlait, ça c'est un slide que j'ai copié de lui, il disait c'est génial, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils utilisent plus cet argument, parce que pour moi il tient toujours. Le machine learning fait de la généralisation. Pour faire de la généralisation, il faut simplifier ou couper des choses. Et on ne peut pas vraiment contrôler ce qu'il va couper. Donc, si on doit s'en remettre directement au machine learning pour prendre une décision, il y a un risque qu'il y ait une vision tronquée. Donc, si par exemple notre décision c'est de conduire une voiture et que l'information qui a été effacée, c'est la présence d'un petit chien, c'est pas cool. Parce que il va rouler sur le petit chien. Donc, avec cette approche-là, au moins on est sûr que dans le futur immédiat, vu qu'on utilise un modèle, tous les obstacles sont là. Dans le cas d'une voiture, on aurait sûr que tous les obstacles sont là, parce que c'est un modèle exhaustif. Donc ça, je trouve ça hyper puissant. Déjà, c'est un super bon argument. Quelque part, ne pas laisser le full contrôle au machine learning parce qu'on ne peut pas le vérifier et on ne peut pas le contrôler. Par contre, l'AI classique est vérifiable et contrôlable. Donc utilisez l'AI classique à l'endroit où c'est le plus critique. Et power up votre AI classique par du machine learning. Ça, c'est bien. Donc ça, c'est l'autre point. Et encore, c'est pas le plus fort pour moi. C'est pas encore le plus fort avec AlphaGo pour moi. Pour moi, le plus fort AlphaGo, c'est AlphaLoop, ce que j'appelle l'AlphaLoop. L'AlphaLoop, c'est... on prend un planeur, un modèle. Okay, on a un gros arbre comme ça. On a beaucoup de knowledge experts dans le domaine pour avoir construit le modèle. Modèle de décision pour un satellite, pour une voiture, whatever. C'est plein de knowledge experts. Et ce knowledge, c'est quels sont mes états, quelles sont mes actions et comment mes actions influencent mes états. Et éventuellement avec quelle probabilité, etc. Donc on prend un modèle qui est beaucoup trop gros pour être résolu avec le planning et on le résout un petit peu. On fait un... D'abord, on met une heuristique, on seed. On seed, sorry. La computation en mettant des zéros à tous les nœuds terminaux du graphe. Et on fait de la propagation dans ce graphe, comme je vous ai expliqué, comme je vous ai montré. Et ça nous donne une policy. On ne fait pas beaucoup de propagation parce que le graphe est trop gros, donc on ne va pas très loin. Mais ça nous donne comme une policy. Et comme je vous ai dit, ça nous donne un plan, et un plan c'est une valeur. Donc on a déjà une première valeur, qu'on va ensuite passer dans un machine learning. On va essayer d'apprendre cette valeur. Et après on va prendre cette fonction de valeur et on va la repluguer à l'entrée de mon planeur. Cac. Et là on a créé une loupe. Chaque fois que je donne à mon planeur une heuristique meilleure, il fait un plan meilleur. À partir de ce plan meilleur, je peux computer une meilleure heuristique. C'est génial. Et là, on a scoré un cycle vertueux. C'est le cycle vertueux de AlphaGo. Entre la généralisation du machine learning et le planning. Donc ça, pour moi, à l'heure actuelle, c'est ce que je trouve le plus excitant dans le decision making. Et c'est une coopération entre le planning et le machine learning, entre le modèle et la data. Ok. Ok, donc les deux points que qu'on vient de voir là avec AlphaGo, c'est donc le premier, je dis, ne pas laisser le machine learning en contrôle sur les trucs critiques. Ah, merci beaucoup. Et le deuxième, c'est en fait le mix d'une délibération avec un modèle expert et d'un machine learning avec un learner puissant, c'est ce qu'on a de mieux à l'heure actuelle, comme principe de base. Okay. Donc je vais bouger aux troisième partie de ma classification arbitraire de l'intelligence artificielle. Je vais vous parler un peu de content generation. Bon, je pense que vous connaissez tous ce genre d'image. Ça, on dirait un peu du Van Gogh sous acide. Ça, c'est du Monet sous amphétamine. Ça, c'est paragoutant. Ça, c'était produit par l'approche Deep Dream. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de content generation, le plus dur, c'est la touche artistique. Je viens de vous montrer des photos un peu absurdes, hein, mais qui ont indéniablement une touche artistique. Même ça, pour un type d'artiste. Ça, a été obtenu par l'approche Deep Dream. Est-ce que vous connaissez Deep Dream?
Ok, donc je vais vous expliquer un peu. Rapidement, je suis passé très vite dessus tout à l'heure, je vous ai dit, un réseau de neurones, c'est un truc qui prend un input X, qui donne un output Y, en fonction de connexion W. Et on peut faire une loupe d'apprentissage de manière à réduire une fonction d'erreur, et cette loupe agit sur les connexions. Donc à chaque loupe, on change notre prédicteur. Ok? Ça, c'est le learning. Donc imaginez qu'on fait ça sur des images. Et maintenant, on va la faire dreamer, on va faire rêver les AI. Et de faire rêver les AI, on va prendre un neurone, peut-être le neurone final, et on va dire l'activation, c'est l'opposé, la perte, plutôt que de descendre une loss function, on va grimper le gradient de l'activation de ce neurone. Donc on va essayer de faire des petits pas, sans essayer de réduire mon erreur, juste d'augmenter l'excitation d'un certain neurone. D'accord? On fait ça par une boucle de gradient descent, mais la nouveauté, c'est que cette fois-ci, on n'update pas les poids, on update l'image. On fait un gradient descent sur l'input en gardant le réseau figé, de manière à maximiser l'activation d'un neurone. Donc quelque part, on prend un neurone, on lui dit quelle est l'image qui t'excite le plus, inspirée par cette photo. Ok? C'est ça que c'est très intéressant. Et donc si on fait ça, en partant d'une image, par exemple de l'image de droite, on prend un certain neurone, on lui donne cette image, et on fait cette loupe. On va modifier l'image qui est à gauche, et de manière à chercher quelle est l'image qui maximisera l'activation d'un neurone. Et on va obtenir ça pour un neurone. C'est un neurone qui détecte quoi? Allez. Pardon? Non. C'est des tortues. Vous voyez pas? C'est un neurone c'est des tortues. La qualité vidéo de la projection n'est pas très bonne. Sinon, je vais vous montrer un, vous allez deviner ce que c'est. Ça, c'est quoi? Il détecte quoi, ce neurone? Des pitchers. Ouais, des bases. Et celui-là? Des artichauts. Et pourtant, est-ce que vous avez vu un vase ou un artichaut? C'est délirant. Il n'y a pas un seul vase, il n'y a pas un seul artichaut, il n'y a pas un seul pichet. Et c'est ça qui excite le neurone, c'est assez joli quand même. Et ça, c'est si on le fait sur un neurone assez loin. Si on le fait sur les couches de surface qui sont en train de processer les premiers niveaux, on obtient des effets artistiques comme ça. Absolument délirant. C'est comme ça, totalement bluffant de mon point de vue. Il n'y aurait pas une touche artistique? Après, il y a d'autres approches. Separate content from style, c'est assez classique maintenant. On peut séparer le content d'une image, c'est en gros l'activation des neurones, et le style, c'est les rapports entre les activations des différents neurones. Donc on peut prendre une image et essayer de garder son content, son activation. On peut prendre une autre, essayer de garder la correspondance d'activation entre les neurones, essayer de faire une descente de gradient là-dessus, et on va essayer de produire une image qui a le content avec le style de l'autre. Une fois de plus, c'est totalement bluffant. C'est hallucinant. Je suis désolé que ça soit si flou, mais on peut reconnaître les artistes à partir de la même photo. Ok. Ça peut aussi être utilisé pour ajouter du style sur du content. Regardez donc ça, input en haut. L'input, c'est juste une depth map, une depth map, une carte de profondeur. Et l'output, c'est une photo réalistique. Rendering. Bon, on peut extraire une carte logique à partir d'une photo, mais c'est plus impressionnant. On peut créer une façade parisienne à partir d'un concept de façade. On peut créer un sac à main à partir d'un sketch. Donc ça va être dur à battre quand même. Au niveau artistic touch, ça va être dur à battre. Et pourtant, je vais tenter de le faire. Je vais vous montrer un truc. On va parler des animations. Computer animation. Donc un clip, comme on peut le trouver dans un jeu. Dans des jeux, il y a des caractères, qui ont des positions. Donc c'est un squelette. Il y a un squelette humanoïde, un squelette quadrupède, un squelette de cheval, un squelette d'oiseau. Un squelette, c'est donc un espèce de graphe, avec des nœuds qui représentent des joints. Un squelette simple pour un humanoïde aura plus de 50 joints, 52. Et donc une position pour notre caractère, c'est un angle pour chacun des joints.
Et un angle est encodé sur 4, comme un quaternion, c'est-à-dire sur 4 valeurs réelles. Les gens qui font de la robotique connaissent bien ça. Et, donc on a 50 fois 4 real value, nombre réel pour représenter une position du caractère. Ensuite, un clip, c'est une séquence de positions. En général, samplée à 30 ou 60 Hz. Frame per second pour les gamers, c'est la même chose. Donc pour faire un jeu électronique, on va faire une collection de clips qui représentent différents types de mouvements. Il y en aura un pour marcher tranquillement, d'aller tout droit, un pour tourner, un pour sauter, un pour sortir son épée, un pour donner un coup d'épée. Toutes les animations qu'on veut jouer dans notre jeu, on en fait un clip. Et ensuite, pour contrôler ça, on les met dans des énormes structures, des state machines, des final state, des automates AITA, des automates AITA, des state machines, final state machines, avec un clip sur chaque state. Donc quand le joueur a décidé de marcher, la machine est dans le state du clip où il marche, et on loupe sur ce clip. Et quand le joueur appuie sur un bouton, genre je veux sauter, on va déclencher une transition dans cette arme, et c'est là que ça se complique. Parce que si on prend, c'est pas évident de passer d'un clip où le type marche et un clip où le type saute et que ce soit réaliste. Donc en général, ça s'est fait en faisant ce qu'on appelle du blending. Comme une position, une pose de mon caractère, en fait, on peut faire des combinaisons linéaires de deux poses. Si j'ai une position debout et une position assise, je fais une combinaison linéaire, je trouve un truc au milieu. Donc on fait ça. On va faire des combinaisons linéaires des deux clips. On va coefficient à 1 pour le premier, à 0 pour l'autre, et progressivement, on va passer le premier à 0 et l'autre à 1, et on va transitionner. Et ces transitions, pour qu'elles soient jolies et réalistes, il y a beaucoup de tuning, d'ajustement qui doit être fait à la main. Donc pour certains jeux où la composante animation est très forte, ça peut être plus de la moitié du budget du jeu, ce graphe. Un jeu comme FIFA, par exemple. Les jeux de sport, il y a beaucoup d'importance que l'animation soit sexy et répète le mouvement que les sportifs font. Donc il y a beaucoup de travail. Et c'est des budgets énormes. Des équipes sur un gros jeu, ça peut être plusieurs centaines de personnes qui font des animations. C'est hallucinant. Alors, évidemment, tout le monde s'est dit, yes, deep learning, on va faire des animations avec deep learning, on pourra en faire tant qu'on veut, on aura le style transfer et tout. Alors comment on pourrait faire ça ? Donc l'idée, c'est on a une pause, on a la pause du caractère, on veut déterminer quelle est la next pause qu'on devrait jouer. C'est ça, hein. Le problème de créer une animation, c'est juste de décider quelle est la prochaine pause. Bon, donc on pourrait imaginer, on va apprendre un network, si on lui donne ma current pause, il va prédire la next pause à partir d'une grosse database de clips. Si on fait ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un network qui répète exactement les clips. Si on le met dans une pause de notre base, most likely, le plus probablement, le network va nous dire de faire exactement la même chose que ce qu'il y avait dans le clip. Et puis après, de ce point-là, il fera encore la même chose et on va jouer nos clips. Donc pour l'empêcher de jouer nos clips, pour avoir un peu de contrôlabilité dans l'approche, on va aussi rajouter une notion de goal, de but. Donc étant donné la current pose et le but pour mon animation, quelle est la next pose ? Et donc en changeant le but, on va pouvoir faire switcher la machine d'un clip à l'autre, ou d'un mouvement à l'autre. Donc comment on fait ça ? Ouais, et ensuite on pourra faire une supervised ML loop. Ok. Donc pour faire ça, approche de base, c'était il y a 2-3 ans ça je crois, à SIGGRAPH. Donc on prend notre data, les poses, des séries de clips. Et avec chaque clip, on a aussi ce qu'on appelle la route trajectory. C'est-à-dire comment le personnage, la trajectoire du personnage dans un référentiel extérieur, dans un référentiel du monde. Quand on joue une animation, quand je marche, naturellement, je crée une motion de mon route. Imaginez mon route au niveau de ma taille. Donc une animation dans un monde physique crée un mouvement. Donc ce qu'on appelle la route motion. Donc on a et les data et la route motion. Donc maintenant, à partir de là, on va dire, ça c'est facile de trouver la current pose et la next pose. On veut faire du machine learning, hein, je vous rappelle. Et on veut prédire le vert à partir du rouge. Et ce qui nous manque, c'est la notion de goal et la notion de but. Donc une approche très commune, c'est de représenter le but par la trajectoire qu'on veut atteindre. D'accord ? Donc si je vous donne un clip, et je vous donne un instant T, moi je veux dire, à cet instant T, le caractère était en train d'essayer
d'atteindre cette trajectoire. Et c'est son but. Et on met un petit bout du passé aussi, pas que du futur. Et à partir de là, on peut faire du machine learning. On y va, toc. Je prends une pause, je regarde le petit morceau de trajectoire qui va avec. C'est mon input to mon network. Je prends la next pause, c'est mon output, et je peux faire du supervised learning. Donc, ça donne ça. C'est pas mal. Mais ça c'est un petit défaut. D'abord, pour arriver à cette qualité-là, ils ont dû mettre beaucoup plus d'infos que je vous ai dit. Par exemple, ils ont dû mettre, dans le goal, ils ont dû mettre la séquence des pas. Des empreintes de pas. Ou alors, on peut mettre, où est-ce qu'on en est dans mon cycle de séquence de pas. Assuming, en faisant l'hypothèse que de toute façon, le pied droit va toucher le sol après le pied gauche, à chaque fois. Mais c'est pas vrai. En fait, toutes les animations qui ont un peu de qualité, qui sont difficiles à faire, c'est facile de faire une animation de marche. C'est plus facile de faire une animation d'un type qui marche qu'une animation d'un type qui fait un stop-turn et pas encore de l'autre côté. Ou alors qui court, qui fait toc-toc. Parce que là, en fait, si on regarde bien, des fois, on fait toc et toc. Oh zut! On a fait droite-droite ou gauche-gauche. Et donc, ça casse complètement cette approche. Donc, ça marche super bien pour les mouvements réguliers. Deuxième chose, high level point. Ce qui fait la qualité d'une animation, c'est les détails. Donc ce qui est joli, si jamais toutes les animations sont les mêmes, ce que j'appelle le détail, c'est quelqu'un qui se gratte la joue, l'autre qui met la main dans sa poche, ou qui se remet, hop. Si je mets 50 personnes animées dans une scène de ville, qui marchent tous comme des robots, that's boring. Et par contre, ce qui fera vraiment la qualité de ce petit clip, c'est la variété dans leurs mouvements, la richesse. Et donc, c'est le détail. Et donc, même rien que l'idée de générer. Oh. Wow. Vu que j'arrive pas à m'en servir, je me demande si je devrais pas. Bon, vous me dites là-haut. Donc, qu'est-ce que je disais quand la qualité est dans le détail, l'idée de la généralisation, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que pour généraliser, il faut justement gommer les détails. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est quand tu fais ça et que après tu mets ton personnage dans une situation qu'il a pas rencontrée, qui n'était pas dans ta database. Donc en général, quand on fait ça dans un système de learning, il donne un output un petit peu cinglé. Et un output cinglé dans une animation, c'est le personnage qui fait wow, et ça va plus du tout. Parce que vu qu'on génère directement des positions, quand on génère une position absurde, on obtient un clip absurde. Il n'y a aucune robustesse. Ok? Alors les gens se sont dit, il n'y a aucune robustesse, il y a tous ces problèmes, ça marche que quand on a des empreintes de pas, donc on va faire autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Ouch. Ok, excusez-moi, c'est moi qui... C'est là où ça va. Donc les gens se sont dit, next step, plutôt que de faire un apprentissage supervisé traditionnel, on va faire de l'apprentissage par renforcement. On va, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et donc pour faire ça, on va créer un contrôleur. On va créer un modèle expert, on va mettre plein de knowledge, un modèle expert du corps humain, où, en fonction des forces appliquées sur chaque articulation, on pourra voir comment il bouge. Et on met beaucoup de knowledge. On fait quelque chose de réaliste. Un modèle. Et ensuite, le réseau de neurones va créer des contrôles pour ce modèle. Plutôt que de cracher directement des pauses, en fonction de mon état, en fonction de mon but, il va envoyer des forces à exercer sur les joints. Ok ? Et après, l'idée d'après, c'était... Donc vous voyez un peu l'idée, c'est de se dire, si jamais je fais ça, même si mes forces sont un peu cinglées, parce que je suis dans une zone où j'ai pas de data, vu que je processe ça au travers d'un modèle qui, lui, est réaliste, de toute façon, ça ne fera pas quelque chose d'impossible. L'idée de mettre le machine learning on leash, comme je dis, en laisse. On met le machine learning en laisse à l'intérieur d'un contrôleur, comme ça, même quand il ne sait pas quoi faire, on obtient quelque chose qui tient debout. Et après, les gens se disent, super, on fait ça. Donc le machine learning propose des contrôles, des torques. C'est torque en français, je sais pas. Des torques. Qu'on va appliquer au physical model pour obtenir la next pose. Et on va faire ça dans une loupe d'apprentissage par renforcement. Donc, c'est-à-dire qu'on va éduquer
le contrôleur en lui donnant un but physique dans le monde. Comme mes petits chiens tout à l'heure, qui couraient après un os. On peut faire ça. On peut faire un modèle du chien, et on peut faire un programme de renforcement où on récompense le learner quand il se rapproche de l'os. Ok? Ça, c'est toute l'approche Mujoko. Vous connaissez Mujoko ou pas? Mujoko, c'est une série de problèmes de benchmark de reinforcement learning. C'est des problèmes de contrôle de caractère physique avec des buts à atteindre. D'accord? C'est un benchmark de compétition un peu pour les gens qui écrivent des papiers pour essayer leurs algorithmes. Et ce qu'on voit souvent dans Mujoko, c'est ça. Ah waouh! On a complètement perdu le réalisme. Léa est capable de courir sur le long de la route, mais on a perdu toute notion de réaliste. Donc c'est encore raté. Et donc la solution, ce que nous maintenant, moi, mon équipe qui travaillons sur les animations, ce qu'on préfère, c'est ça. Donc, si on y est presque, hein, en fait, on prend la même chose, mais on ne fait pas une boucle de reinforcement learning, on fait une boucle de supervised learning. D'accord? Vous voyez la différence? On a encore un contrôleur pour générer les animations sous forme de torque, mais plutôt que de forcer le contrôleur à atteindre un but physique, on le force à imiter un mouvement enregistré, un mouvement humain. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. 1. Le contrôleur empêche les outputs fous. 2. Supervised learning permet de capturer l'essence des mouvements humains. Et ça marche. Et ça, c'est robuste. Vous allez voir, on lui jette plein de cailloux et il s'en sort. Ça résiste quand même. Hein. Et il va finir par tomber. Mais, parce qu'il y a un modèle physique, on a un truc qui résiste aux perturbations. Donc, beaucoup de takeaways sur les animations, hein, quand même, sur le content creation. When quality in the detail generation can be harmful. I love this one. Après, garder le machine learning en laisse, en le faisant travailler à l'intérieur d'un modèle, empêche les solutions non réalistes et permet beaucoup plus de contrôlabilité. Et la meilleure approche, c'est de l'apprentissage à l'intérieur d'un modèle physique du caractère où le machine learning est gardé en laisse. Comme je l'ai dit, on peut capturer les détails tout en se protégeant des outputs aberrants. Si j'avais eu plus de temps pour préparer ce talk et celui des data devs, j'aurais voulu vous parler de ça. Il y a un autre argument anti-machine learning, je ne devrais pas le dire, mais pro-modèle. C'est que des fois, c'est un overkill. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir dans les jeux, ils veulent créer quelque chose, ils me disent, je vais faire du deep learning, mais je dis, pourquoi tu ne comptes pas toutes les solutions? Moi, j'exagère un peu, parce que c'est tellement petit que ce n'est pas la peine. Donc, par exemple, un genre de problème que j'aime beaucoup, c'est comment on peut générer un game level. Vous voyez ce que je veux dire? Un game level, c'est-à-dire un puzzle. Donc, par exemple, il va falloir aller d'abord dans cette pièce, attraper la clé, ensuite on va pouvoir faire le tour, ouvrir la porte, appuyer sur ce bouton-là, ce qui va éblouir le garde, après on pourra passer dans son dos, etc. Comment on peut faire un puzzle comme ça, un problème à résoudre compliqué, qui soit faisable et qui soit intéressant? Et dans ce livre, donc en général, je ne recommande pas les bouquins de GameAI, mais celui-là, il n'est pas profond. C'est pas un truc qui va vous expliquer la base des techniques, mais il va vous montrer un paquet d'applications comme ça. Donc la première, par exemple, comment utiliser une grammaire, un L-system. Vous connaissez les L-systems? Les L-systems, c'est cette technique qu'on utilise pour faire grandir des arbres dans les jeux vidéo. Alors, dans les jeux vidéo, on fait des arbres qui sont tous un petit peu différents. Par contre, on peut reconnaître qu'ils sont de la même espèce. Ils sont fractales, ils sont un petit peu autosimilaires. Ça, c'est obtenu par une grammaire. Et c'est tout simple. Et ce n'est pas du machine learning. Maintenant, la clé, c'est de comprendre qu'un problème logique, ça se représente comme un graphe. Et qu'on peut utiliser ce qu'on appelle une graph grammar pour faire grandir ce graphe de la même manière qu'on fait grandir une représentation physique d'un arbre dans un jeu. Et c'est comme ça que... Donc dans ce bouquin, il y a un chapitre là-dessus. C'est très simple et très joli. Et dans ce bouquin, vous apprendrez aussi comment utiliser un planeur pour faire ce qu'on appelle de interactive narration. Donc la problématique de la narration interactive, c'est une problématique que je trouve passionnante. Nous, on voit les jeux vidéo
c'est plus que du jeu pour nous, c'est de la narration. C'est du storytelling. Les AAA games, maintenant, c'est du storytelling. Donc il y a une vraie question qui se pose. Les gens veulent raconter des histoires. Mais comment, dans les autres médias de narration qu'on avait avant, le livre, la radio, la télé, l'auteur est en contrôle de l'espace et du temps. Donc c'est facile de dire une histoire, c'est facile d'amener les gens aux bonnes émotions. Donc on veut générer des émotions avec des histoires, donc c'est facile d'amener l'histoire au bon endroit pour générer la bonne émotion quand on contrôle l'espace et le temps. Dans les jeux vidéo, c'est pas le cas. Le créateur de jeu ne contrôle pas l'espace et le temps. C'est le joueur. Donc comment on fait pour raconter une histoire? Comment on fait pour amener le joueur à la bonne émotion qu'on voulait, tout en lui laissant les libertés? C'est une problématique vraiment fondamentale. Quel est le bon niveau de liberté? Comment on fait ça? Et en fait, dans ce livre, vous apprenez que la meilleure technique qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est du planning. Et c'est très joli. Très très joli. Ok. Oui, donc ça finit mon talk sur les data day. On va peut-être prendre une petite... Je sais pas si j'avais prévu de vous faire un petit détour par un autre talk après. On va voir le temps qui reste. Je vais peut-être prendre un premier flot de questions s'il y en a. Et pendant ce temps-là, j'ai préparé mon... Combien de temps tu... Je vais demander. Il faut que j'aille de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des questions, en particulier sur les aspects, comment on mélange du machine learning, des modèles, comment on devient robuste? Oui. Je vais là-bas. Il y a une question. Bonjour. Vous avez montré effectivement que sur un contrôleur, si on injecte de la physique, en fait, notre connaissance, on arrivait effectivement à avoir une représentation réaliste du contrôle d'un être humain. Par exemple, si on voulait faire de la génération d'images, on a vu qu'NVIDIA pouvait, à partir de juste de sketch, transformer une image réaliste d'une film, mais là, le contrôleur réaliste est beaucoup plus complexe à réaliser. Quel est votre point de vue pour si on voulait générer vraiment des images vraiment réalistes, parce que les choses NVIDIA c'est bien globalement, mais dans les détails, comme on disait tout à l'heure, c'est pas du tout réaliste en fait. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est vraiment une question difficile. Et très pointue sur un domaine d'application. Donc, vous me demandez, donc si je n'ai pas compris, la question c'est comment on pourrait améliorer le state of the art de NVIDIA sur rajouter du style sur le content. Ben, si je le savais, je passerais un patent. Après, je vous répondrai. Je suis désolé. C'est trop pointu comme question. Trop spécial. C'est pas mon domaine. Oui. Merci. Une question, en fait, vous avez montré comment générer des mouvements réalistes pour des non-playing characters, quoi, pour des... quand on met en fait le joueur dans la boucle qui va lui-même choisir le futur en fait et vouloir contrôler le futur, comment Non, donc non, en fait c'est pas pour les NPC, c'est aussi pour le PC. Et comment vous savez quel est le futur du... D'abord, je comprends les non-playable characters et les playable characters. Dans le jargon du jeu vidéo, il y a ceux qui sont contrôlés par l'AI et ceux qui sont contrôlés par le joueur. Et quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Parce que même ceux qui sont contrôlés par le joueur, il n'est pas question que le joueur contrôle les animations. On ne va pas lui demander de choisir 200 real numbers à chaque frame. Donc il y a bien une AI. Le joueur donne une direction de mouvement avec son gamepad, et ça doit être comme une espèce de système intelligent qui va transmettre ça en animation. Donc même le playable character est en fait partially playable. Et half automated. Donc, ce que j'ai dit, ça s'applique à tout. Et je vais remontrer un petit peu le slide. C'est pour ça qu'il y a la notion de goal. Donc, en fait, le caractère qui est animé reçoit un but. Et ce but peut venir du gamepad, ou il peut venir d'une AI. D'accord. Si on joue l'un contre l'autre, c'est l'AI qui décide de ce qu'il va faire, mais peu importe. À chaque instant, l'AI peut décider que c'est maintenant que tu vas donner un coup d'épée au joueur. Donc, il y a cette question qu'à chaque instant, un but, même si on a des clips, on connaît, à chaque instant, le but peut changer en fonction soit de l'AI, soit du joueur. Et c'est pour ça qu'il y avait cette notion de goal, représentée par la trajectoire. La trajectoire, il y avait une partie qui était le futur. Donc quand on utilise cette technique, on va prendre l'input du joueur sur son gamepad et le convertir en une trajectoire future désirée. L'output de l'AI, c'est trajectoire future. Et c'est ça. Ok, je prends ça pour la question.
Merci. D'autres questions? Oui, bonjour, merci pour votre talk, pour le coup, je vais faire du franglais aussi, qui était vraiment super intéressant. Vous avez beaucoup parlé des IA du point de vue du personnage, donc des placements ou des combats, enfin ce sont les exemples que vous avez cités, mais on sait que dans un jeu vidéo, si on veut avoir des personnages qui prennent des décisions ou qui ont des comportements intelligents, ça se joue beaucoup dans l'environnement. Et notamment en informant l'environnement avec des objets qui sont capables d'avoir des informations sémantiques. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a pour l'instant dans l'industrie du jeu vidéo, on se concentre beaucoup sur l'IA des personnages, mais très peu sur finalement la génération de contenus qui permettent de montrer ces intelligences aux personnages de révéler de l'intelligence? Absolument, je suis complètement d'accord. À l'heure actuelle, dans les jeux vidéo, il n'y a pas de représentation de la sémantique. En général. La sémantique, les gameplay mechanics émergent de l'interaction d'un paquet de modules. Souvent, c'est très très mal défini, c'est complètement distribué, et un petit peu le jeu émerge sans aucune représentation sémantique. On a besoin de sémantique. Un planning domaine, c'est de la sémantique. Mais planning domaine, c'est de la sémantique. Un truc qui nous dit comment le savoir évolue, donc les state variables représentent du knowledge. Et un planning domaine, c'est la sémantique en mouvement. J'appelle ça knowledge in action. J'aime bien la... Parce qu'il y a du knowledge dans l'action, mais c'est aussi... Dès qu'on veut faire bouger du knowledge, ça devient du domaine, ça devient du planning. Donc je suis complètement d'accord. C'est pour ça qu'il faut promouvoir l'arrivée de tout, la base de planning. À Unity, donc on fait des planeurs. On est en train de faire... On a un projet qui s'appelle Smart Asset, qui nous permet de rentrer des arbres, des ontologies. Ça va bientôt au public, vous pourrez et s'en servir pour faire du content generation. Donc, et du behavior. D'accord? Donc ouais, on y pense à fond et je suis complètement d'accord que s'il manque de la sémantique, on la rajoute. Le planning domaine, le domaine expert, c'est de la sémantique. Et oui, il en faut dans les jeux. Et même, je vais même plus loin. Moi, je veux un planning domaine, même s'il n'y a pas de planeur. Je veux une représentation sémantique de ce que le jeu est censé faire, même si je ne l'utilise pas directement pour voir mon AI. Je pensais pour monitorer. Que tout se passe bien, par exemple. Ou au moment de la création. Eh bien, ça va être une bonne transition sur ce que je vais vous montrer après si je continue. Merci. Je continue? On y va. Ok. Allez, c'est un petit peu plus le bazar, le prochain talk. Et je vais rajouter juste un truc que j'ai pas dit aujourd'hui. Là, j'arrête pas de vous parler de coding contre solving. Non, pardon. Je viens de faire 1 heure sur coding, solving contre learning. Mais en fait, c'est encore plus... Il y a une troisième approche, je vais en parler. Donc c'est un peu, ça fait un peu de la provocation, hein. De faire ça dans un titre de recherche, c'est un peu dingue. Mais je veux quand même le dire, parce que c'est quelque chose que je crois vraiment. C'est qu'en fait, on peut aussi coder son AI. Ah, ça fait mal, cela. Et en fait, il faut le faire. Et je vais essayer de vous... Donc, après, dès que je vais pouvoir me calmer et ouvrir mon slideshow, je vais mettre une présentation que j'ai faite il y a 1 an, où j'explique à la communauté de gaming qu'il faut, à travers d'un exemple, qu'il faut utiliser les 3. Et ça va être plus ou moins sans transparent, ou les transparents n'ont pas très très bien collé avec le discours. Ok? Alors, il faut l'attraper. Yes. Est-ce que vous connaissez le jeu Overcooked? Qui connaît le jeu Overcooked? Yeah! Ok. Overcooked, c'est très rigolo. C'est un genre, c'est un jeu qui a défini un nouveau genre de jeu. Et ce genre de jeu, c'est dommage que... Ah, j'aurais dû faire un petit film, je suis désolé. J'aurais dû faire un petit film de Overcooked. Donc c'est un jeu, ça ressemble à ça. C'est un jeu où les gens... Ça va de 2 à 4 joueurs. Ça, c'est pour... On l'a déjà fait, tout ça. Je vous dis que ça va être un peu bizarre avec les slides. Ouais, c'est ça, Overcooked. Et ça ressemble à ça. Donc, chaque joueur prend un cuisinier. Tac, tac, tac. En haut, à gauche, il y a des commandes. Donc là, il y a une soupe à la tomate. 2 soupes à l'oignon qui ont été commandées. Il faut que les joueurs qui sont à 4 dans la cuisine fassent les soupes à l'oignon à temps. Plus on délivre la soupe tôt, plus l'équipe gagne 2 points.
Et pour faire la soupe, il faut aller chercher un oignon, le poser sur une table, le couper en petits morceaux, le mettre dans un pot, 3 oignons dans un pot, faire chauffer ça pendant un bout de temps. Si on laisse trop longtemps sur le feu, ça prend feu. Après, il faut prendre le pot, mettre dans l'assiette, et aller livrer l'assiette. 2 minutes après, l'assiette, ça arrive, et on a un nombre limité d'assiettes, donc il faut aussi qu'il y en ait qui s'occupe de prendre les assiettes et de les laver. Et donc c'est tout basé, c'est un jeu que tous les recruteurs devraient utiliser. C'est un jeu où à 4, on voit émerger les chefs, on voit les équipes qui vont marcher, et on voit quand ça va être le bordel. Mais tout de suite. S'il y en a 2, il faut juste coopérer et s'organiser pour aller le plus vite possible pour délivrer les ordres dans un truc un peu chaotique où les contrôles sont un peu flous. C'est un peu... Ok, donc j'ai pris ce... Je suis très reconnaissant à cette équipe qui s'appelle Team 17 qui a fait ce jeu-là parce qu'ils m'ont donné leur code pour pouvoir faire des expériences. Donc merci, si jamais il y en a un qui entend ça. Et l'expérience qu'on a fait, ok, donc c'était... Ça, je vous l'ai déjà raconté. Hein. Nous, ce qu'on voulait démontrer, c'était un planning, un planeur. Donc, on voulait faire... Ok, ce que vous voyez comme transparence, ça c'est mon prototype. J'explique comment le prototype de planeur qu'on a release il y a 1 semaine dans Unity, downloader la dernière version de Unity, vous allez dans le Package Manager et vous downloadez AI Planner. Et vous aurez un planeur. Et ce planeur marche avec un langage. À Unity, on ne résout pas un seul jeu. On résout tous les jeux made with Unity. Ok ? Et les jeux made with Unity, l'année dernière, c'était plus de la moitié des jeux sur mobile. 2 tiers de la VR, pardon. 90% de l'augmented reality. Et 1 tiers des jeux PC et consoles worldwide. Ça fait quand même un paquet de jeux. Je sais pas, on a fait 56% des jeux mobile. Worldwide. Y compris l'Asie, c'est hallucinant le nombre de jeux qui sont faits avec Unity. Donc, nous, on doit faire, pour que chaque fois qu'on fait un tool à Unity, on veut que ce tool puisse s'appliquer à différents problèmes. Ce qui est très embarrassant, honnêtement. Parce qu'en général, si on peut spécialiser sa solution en son problème, on fait quelque chose de mieux. Mais nous, on ne peut pas faire ça. On doit rester général, donc on ne perd jamais de vue qu'on ne couvrira seulement que 80% des cas. Mais ce qu'on veut, c'est que sur ces 80%, les gens puissent avoir directement accès à la technologie, sans avoir à implémenter la base. Ok ? Donc on a défini, pour que notre planeur puisse marcher sur une grande variété de jeux, on a fait un truc très classique dans le domaine du automated planning, on a créé ce qu'on appelle un planning domain language. Une manière, un langage pour les utilisateurs d'exprimer le problème sur lequel ils veulent faire tourner notre planeur. D'accord ? Donc ce slide, c'est où j'explique le principe de notre planning domain language. Nous, on part du principe qu'on veut générer des comportements, des behaviors, que l'entité de base du comportement, c'est l'action. Le comportement, c'est la séquence d'actions ou la manière dont on fait les actions. Donc on part du principe d'action et notre langage va marcher comme ça. Le jeu Overcook a la notion de carrière, transporter, carryable et carrier, to carry. Donc de pick-up et de drop-off, de quelque chose. Donc on crée des actions, on crée des actions to pick-up, pour prendre quelque chose, porter. Et quand l'action de pick-up arrive dans une histoire, il y a quelqu'un qui pick-up, il y a quelque chose qui se fait pick-up. Donc il y a deux acteurs. Donc on va créer ce qu'on appelle des threads, des petits labels. Pardon. Des petits labels qu'on met, un pour celui qui peut porter et un pour celui qui peut être portable. Et le principe de notre langage, tout bête, c'est qu'une fois qu'on a défini ces threads, on va pouvoir dire à l'AI quels sont les objets qui peuvent être impliqués dans ce behavior juste en taguant des objets dans notre jeu. Donc c'est encore Unity, on veut vraiment simplifier. Donc on propose une interface où on peut définir les actions, les threads, et après, pour créer une instance de problème, on prend juste des tags et on tag. On tag, n'importe quelle assiette peut être portée, et n'importe qui, avec le thread carrier, peut porter un carryable. Ok ? Je me fais un peu de pub au passage. Hein. Donc nos threads sont vraiment super, parce que c'est un type, c'est du dynamic typing. D'abord, on peut définir des
des membres, des members, on peut définir si je vous donne carryable, je peux dire, bah, je sais que tous ceux qui sont carrières, on peut dire ils ont une limite maximum de ce qu'ils peuvent porter, par exemple. Ou on peut dire, tous ceux qui sont carrières, ils ont un pointeur sur ce qu'ils sont en train de porter. Donc dans ce jeu-là, Overcooked, c'est aussi un jeu où la notion de localisation est importante. Si on veut attraper une assiette, il faut d'abord aller à l'endroit où elle est, et là on peut la prendre. Donc on va dire aussi que c'est localized. Et que tous les objets localized ont une current location. Ok? Et on va dire que c'est un actor. C'est important parce que sinon mon planeur il pourrait demander à un pot de faire une soupe. Ou à une assiette, de nettoyer une autre assiette. Donc il faut spécifier que seuls ceux qui ont le tag acteur peuvent faire certaines actions. Ok? Et de même, on fait pour l'oignon, il est mangeable, donc il a un état, il est cru, ou il est coupé, ou il est cuit. Et il a un type, c'est un oignon, une tomate, un champignon. Et c'est un carryable, donc il a un pointeur sur la personne qui le pointe. Et dis donc, c'est un modèle, by the way, ça. Hein. C'est un modèle expert du jeu. Et une action va donc changer les traits. Une action peut avoir différents types d'effets. Elle peut changer la valeur d'un trait, enfin d'un membre d'un truc, d'un trait. Soit elle peut détruire un trait, ce qui s'appelle un changement de type, ou ajouter un trait sur un objet, ou alors détruire un objet ou créer un objet. Donc c'est assez riche, c'est ça que je veux dire. C'est comme l'ensemble de vos traits, c'est un peu l'ensemble de base classes qu'on hérite en C++. Sauf qu'en C++, à l'avant, il faut tout calculer, savoir toutes les micro-classes dont on aura besoin. Et une fois qu'un objet à ce type-là, il est coincé. Nous, c'est pas pareil. On n'est pas obligé de penser à l'avance qu'elles voient toutes les intersections. On peut on the fly faire des combinaisons de traits. Et ça peut changer. Donc c'est assez riche. Ok. Bon, ça, c'était un petit écart. Donc on a commencé... je ne vais pas aller dans le fond du planeur, je vais juste aller directement au jeu. Voilà. Ok. Donc quand on a commencé ça, on a été très naïf. On a pris le game Overcooked et on a fait un planning domain avec notre thread-based language. Et donc on a fait comme un enfant ferait. On a fait une action move, on a fait une action pick-up, on a fait une action drop, on a fait une action chop, on a fait des micro-actions. Et après, pour faire une soupe, on s'est retrouvé avec 40 actions pour une soupe. Choper 3 oignons, ça veut dire aller 3 fois chercher un oignon, le porter, aller au chopping board, le poser, le choper, le pick-up, aller au pot, le dropper dans le pot. Waouh! La qualité d'une équipe ou d'un joueur à Overcooked, elle est dans les détails. La qualité ce qui va faire qu'on joue bien à Overcooked, c'est des trucs, par exemple, où est-ce que je vais laisser l'assiette sale? Parce que si je la laisse là, on fait... non, le pot, allez, je fais une soupe. Après, je prends mon pot avec ma soupe, je le mets dans l'assiette et hop, je vais poser le pot quelque part. Et l'endroit où je pose le pot, c'est fondamental. Si je le pose au bon endroit, il y a un autre joueur qui va passer et hop, l'attraper au passage, on ira beaucoup plus vite. Si je le pose au bon endroit, l'autre joueur il va faire un détour et peut-être se cogner contre les autres et tout. Donc c'est ces choix-là qui étaient importants. Un bon joueur choisit très très bien les paramètres. Les paramètres, c'est quel objet je vais utiliser, à quel endroit. Et un bon joueur fait aussi quelques actions, il réarrange l'environnement. Et ça, notre AI, elle l'a fait. C'est pas moi qui l'ai pensé, c'est elle, j'étais tellement fier. Au début, pour faire la soupe, Léa est partie, elle a foncé sur le pot, elle l'a pris, elle a été posée à côté de la chopping board. Oh. Et après, les soupes, tic 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 dans le pot, tic 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 dans le pot, tic 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 dans le pot. Wow. Donc ça, c'est un bon joueur. Pour réussir ça, il faut en général raisonner à partir de plusieurs soupes, ou plusieurs burgers, ou pizza, whatever you're doing. Et notre premier modèle, avec 42 actions pour faire une soupe, pour commencer à voir l'impact d'une décision dans la première soupe sur la deuxième soupe, il faut au moins aller à 84 en real time. Impossible, vous le savez, de puissance 84. Il faut faire du planning en real time, impossible. Donc ça ne marchait pas. On arrivait à faire ça, et en fait on arrivait à obtenir qu'une seule étoile. On arrivait à faire un agent qui arrivait à faire des soupes, mais il ne faisait pas les bons choix. Donc il avait qu'une seule étoile, et le but c'est d'avoir 3 étoiles. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé de modèle. On a passé à un macro-action. On s'est dit, putain, notre planeur n'est pas en train, on n'utilise pas les AI au bon endroit. Quand on utilise le planeur pour décider que quand on veut choper un oignon, il faut d'abord le pick-up, le bouger et le dropper, mais on le sait déjà. Et donc c'est pas la peine de faire du branching là-dessus.
Il faut faire brancher les planeurs sur ce qui est difficile. Et ce qui est difficile, c'est que donc le paramètre quel oignon, dans quel pot, et c'est tout. Donc pour faire ça, on a fait des grosses actions. Une action du type, rajoute un oignon haché dans ce pot. Et le paramètre, c'est où est-ce que je prends l'oignon, et dans quel pot je le mets, et quel chopping board je vais utiliser. Et c'est tout. Et comme ça, le planeur, il va roucher seulement sur les variables pertinentes. Et là, ça marche. Mais quand on fait ça, maintenant, mes actions... donc bon, premièrement, vous avez vu, hein, au début, j'avais fait de la modélisation naïve, sans aucune expertise. Et après, j'ai mis un peu d'expertise dans mon domaine. J'ai dit, ah non, c'est ça qui est vraiment important, j'ai fait un autre domaine. Où j'ai fait travailler les AI juste au bon endroit et ça s'est mis à marcher. Mais il y a une contrepart de ça, c'est que du coup, maintenant, j'ai des grosses actions. Une action, en général, c'est, comme je vous ai dit, rajoute un oignon haché dans ce pot. Et donc, ça, pour exécuter une action, ça devient compliqué. C'est plus simplement pick-up, c'est va là-bas, il y a peut-être une composante navigation, etc. La durée est incertaine et tout ça. Ok. Et qu'est-ce que je fais? Je vais coder mes actions. Donc c'est là que le code rentre pour nous. Donc Overcooked, comment on l'a solvé? Non, je n'ai pas de slide. On va finir sans slide. De toute façon, j'ai presque fini. Donc pour résoudre Overcooked, non, ça n'a rien à voir. En top, on a mis un planeur. On a fait un domaine plein d'expertise. Expertise de qu'est-ce que c'est qu'un bon joueur. On a rajouté l'action Move Object pour qu'il puisse bouger le pot quand il trouve que c'est pertinent. Ensuite, il faut exécuter ces actions. Donc on met une state machine. On code. OK? Et dans ce code, il y aura peut-être un call à un short span. Et ensuite, le dernier problème qu'on avait avec Overcooked, et tous les joueurs qui ont joué à Overcooked le savent, à Overcooked, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. La plupart du temps, on veut poser quelque chose sur la table et on rade et ça tombe par terre. Ou alors on veut attraper quelque chose, on attrape d'autres choses. Je crois qu'ils l'ont fait exprès. Ils ont mis vachement de bruit dans les contrôles. On ne peut pas tourner si on n'avance pas, comme un avion. Donc on peut se coincer contre un mur. J'ai presque l'impression qu'il y a du bruit et de la latence dans les contrôles, ce qui rend le truc super dur. Et ça, c'était le plus dur pour nous. Et là, vous savez ce que je fais? Du reinforcement learning. Par contre, le reinforcement learning, machine learning est vraiment brillant sur tous les problèmes sensorimoteurs, comme les jeux Atari, des problèmes complètement continus. Et c'est exactement ça. Donc maintenant, pour mon problème de contrôle, donc Overcooked, nous, ce qu'on recommande, faites donc une petite gym. D'abord, le problème est super bien défini. C'est des problèmes tout simples. Voici votre point de départ, voici le point d'arrivée. Apprenez à contrôler le truc. Hyper bien défini, pas trop compliqué en termes de decision making. La complexité, c'est de gérer les contrôles, toute la continuité et tout ça. C'est parfait pour le machine learning. Ok. Donc, et ça va être ma diffusion. Il y a une architecture. Je vais le faire sans slide, tant pis. Donc, en fait, c'est un truc que je rencontre dans plein de jeux. Dans plein de jeux, l'AI que je finis par recommander, on top, elle a un planeur pour faire vraiment les décisions stratégiques difficiles. En dessous, elle a de l'AI codé. Et en dessous, elle a du reinforcement learning pour gérer la composante temporomètre. Et ça, quand on fait un jeu vidéo et qu'on a des problèmes de ressources, c'est fondamental. Et donc, pour conclure, je voulais dire que quand j'étais dans la robotique, moi j'étais obsédé par le learning et le solving et j'ai pas fait assez de coding. Enfin, moi c'est ça que j'ai appris à bosser à Unity, c'est que j'étais un peu trop obsédé à vouloir que tous les comportements que je génère soient la solution d'un problème. Maintenant, si je retournais faire des robots, je ferais comme dans Overcooked. J'aurais des grosses actions codées, experts, je ferais des modèles expérimentation à la main, j'aurais un planner on top et prendre du machine learning. Voilà, et c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Désolé pour les personnes distantes pour rien dû entendre parce que j'ai pas réussi à utiliser le micro, mais bon. Merci Nicolas. Des questions? Oui, il y en a. Alors, c'est pour qui par là? Actuellement, sur des gros jeux, enfin AAA par exemple, c'est quoi à peu près le ratio le CPU utilisé juste pour l'IA?
par exemple, très très peu. Especially le high level decision making, c'est le parent pauvre des jeux. C'est ça que j'essaie de changer. Dans l'industrie du jeu vidéo, l'AI vient en dernier. D'abord les graphiques, les animations, ça ils pensent que c'est dur. Là, on est en train de les faire bouger. On est en train de leur faire comprendre que l'AI c'est dur aussi. Alors, on a des jeux vraiment fantastiques. Je vais donner deux noms. Skyrim. Ça, il y en a qui résonnent. Dragonborn. Il y a des Dragonborn dans la salle. Donc Skyrim ou The Witcher. C'est des mondes, c'est ce qu'on appelle des jeux open world. Excellent. Et donc dans Skyrim, comme il y a milliers de quests, il y a plusieurs milliers de quests et le jeu est dessiné d'une telle manière que c'est impossible de le faire complètement. Les game mechanics rendent le jeu incomplétable. C'est-à-dire qu'on va level up, il y a un mécanisme de level up, et après quand on level up, il y a un max level. Et le max level est tel qu'on n'a pas le temps d'explorer tous les arbres. On ne peut pas devenir magicien, plus guerrier, plus alchimiste, plus pas. Il faut choisir. On est obligé de faire des choix, on ne peut pas tout jouer. Et c'est extrêmement riche. On se perd là-dedans. Et c'est vraiment un jeu qui est basé sur le storytelling puisqu'il n'y a absolument aucun but. Chaque quest est une proposition de storytelling. Vous la prenez, votre histoire avance. Si vous ne l'apprenez pas, ça ne change rien, parce que vous n'avez pas de but. Ok? Donc ces jeux-là, la grosse critique qu'on entend, c'est « Ah, le monde n'est pas assez réactif aux réactions du joueur. » Effectivement. Et le monde n'est pas assez réactif aux réactions du joueur, parce que dans le genre de monde, si on veut vraiment quelque chose de réaliste, il faut que la décision dépende de plein de paramètres. Il faut qu'on ait un moteur d'histoire très très riche, avec les paramètres représentant le contexte politique, le contexte économique. Il faut qu'on ait des moteurs de représentation de l'état interne, de la psychologie du personnage, son amitié par rapport au joueur, ou tout ça. Et donc il faut qu'on ait une décision différente en fonction de ces paramètres. Et ça fait énormément et on a une explosion combinatoire. Et comme les gens codent leur AI, ils ne veulent pas affronter cette explosion combinatoire à la main. Donc, ils font des AI toutes simples. Donc, à l'heure actuelle, non. Et moi, c'est ça que je promeux complètement. Donc, c'est ça que je promeux. Je veux que les gens puissent utiliser un planning domaine très très riche. Made with Unity. Un planning domaine pour l'histoire. Un planning domaine pour la psychologie. Et donc, après, il faut qu'on prenne des décisions qui tiennent compte non seulement de l'état interne du joueur, mais aussi de la situation politique, par exemple. Et de la météo. Voilà. Et donc, ça, j'ai un problème énorme. AlphaGo, parce que de ce coup j'ai 2 puissance n stats, et donc ce qu'on va essayer. Excusez-moi. On est en train d'essayer. Notre recherche, on a des bons résultats et un patent sur comment utiliser AlphaGo dans le planning domain language. Et on pense que moi je pense que c'est la solution. Donc que les gens puissent avoir des modèles plus riches et des AI qui peuvent répondre qui peuvent utiliser ces modèles. Parce que pour l'instant, ils utilisent des AI qui ne peuvent pas utiliser des modèles riches, donc ils ont des modèles. Voilà, c'est un peu la solution. Ils n'ont pas la solution pour avoir le bon modèle. Bonjour, merci pour le talk, c'était génial. J'ai 3 petites questions, donc je sais pas, enfin voilà. La première, c'est concernant l'exécution, vous en avez un petit peu parlé. Et comme vous avez fait de la robotique, je voulais vous poser cette question où en fait, souvent on passe beaucoup de temps à planifier, je parle en robotique, ouais. Et à l'exécution, il y a un truc qui va pas, ouais. Ça arrive tout le temps. Et du coup, là, ce que j'ai l'impression que vous avez fait un petit peu dans Overcooked, c'est que vous replanifiez en real time, oui. Chaque frame, ce que vous disiez. Ouais. Donc s'il y a un truc qui se passe mal, bah, vous replanifiez. Et donc, comme vous avez fait de la robotique, vous savez que c'est pas toujours possible. De replanifier de replanifier tout le temps. Donc, est-ce que vous avez quelques idées, quelques pistes pour justement adapter l'exécution? D'accord. Il faut précomputer des heuristiques avec le machine learning pour power up le online planning. Okay. Donc, si on a le temps d'étendre l'arbre qu'à Depth2, on le fait à Depth2, mais on a une super heuristique. C'est vraiment ça que je cherche. Donc, en fait. 3 questions, peut-être? Oui, pardon. Ensuite, la deuxième, c'est... il y a Valve, notamment dans Left 4 Dead 2, il me semble il y a une espèce d'embryon de choses comme évaluer l'état mental du joueur pour proposer notamment des hordes de zombies au moment en gros, je crois que c'est quelque chose comme ils passent 45 secondes de calme, ils mesurent les moments de calme et les moments intenses et ils essaient de bien les mettre pour que le joueur ait des moments très intenses et des moments très calmes.
Et est-ce que du coup vous avez aussi, j'imagine que dans Unity vous avez pensé à ce genre d'idée d'évaluer l'état mental du joueur? Je vais juste faire un truc. Oui, alors effectivement, on y pense. Je vais juste vous montrer en répondant à la question, je vais ouvrir un slideshow qui va te montrer un livre qui est vraiment passionnant. C'est pas de l'AI, c'est de la psychologie comportementale. Ça s'appelle Glued to Games. Glued to Games. Donc c'est des psychologues du comportement qui essayent de comprendre pourquoi quand on fait un jeu vidéo, on va pas faire pipi et on mange pas et on fait pas dodo. Les gens vont pas se coucher quand ils sont fatigués, ils n'arrivent pas à se décoller. Aller faire ses besoins quand on le ressent, c'est hyper naturel. Manger quand on a faim, c'est hyper naturel. Et donc si jamais un jeu électronique est capable de bloquer ça, au niveau comportement, heureusement que c'est fini. Ma semaine est finie parce que je suis fini. Au niveau comportement, ils ont analysé quels étaient les growth strengths. Oh, la vache. Quels pouvaient être les moteurs qui pouvaient override nos besoins naturels. Donc j'invite à l'ouvrir. Ils en ont sorti 3. Merci, mais ça va pas suffire. I'm just done. Donc il y en a un, c'est la relatedness. Donc le premier, c'est l'autonomie. Ce qui est assez joli, donc je vais vraiment aller très très vite au travers de ce bouquin, il y en a 3, ils ont trouvé 3. Et ce qui est très joli, c'est que ça suit l'histoire des jeux vidéo. Le premier, c'est le besoin de compétence. Le besoin de compétence, c'est ce qui nous pousse à apprendre. C'est pour ça qu'un enfant apprend à parler, apprend à marcher, parce qu'on a un plaisir intrinsèque et fondamental à devenir bon, puis expert, puis master à something. La psychologie comportementale reconnaît ça comme un des drives fondamentaux de l'humanité, le besoin de compétences. Et on n'est plus sujet. Donc les premiers jeux vidéo étaient basés plus sur l'assouplissement du besoin de compétences. Tous les Pac-Man, Pong et tout ça, où il n'y avait que ça. Ça a super bien marché, vous savez pourquoi? Parce qu'au moins, dans les jeux, c'était juste. C'est pas comme dans la vie. Dans la vie, c'est pas le meilleur qui gagne toujours. Vous le savez tous, dans les jeux, c'est toujours le meilleur qui gagne. Donc ça a plu. Deuxième besoin, le besoin d'autonomie. Ça, c'est apparu à l'époque des first-person shooters. Donc les premiers jeux, il fallait tous faire la même chose, c'était celui qui le faisait le mieux. Et après, il y a eu les Doom, les trucs comme ça, où on voit le monde en first person, et on peut éventuellement avoir différentes options. On n'est pas obligé de tuer le type, on peut passer dans son dos. On n'est même pas obligé. D'un seul coup, on propose aux gens d'être un peu créatifs. Donc ça, c'est le besoin d'autonomie. Le plaisir intrinsèque qu'on a à être capable de développer notre solution sans être bloqué. Troisième ligne, le dernier. Et ça arrive plus tard, à l'époque des Skyrim, dont je parlais tout à l'heure, des Witcher et des énormes open world, c'est le besoin de relatedness. Donc de relate emotionally. Et en général, donc, quand je parle de ça, et je vais le faire, quand je parle de ça, je pose cette question à l'assemblée. Qui a déjà épousé un NPC dans un jeu? Yeah! Et voilà, vous connaissez, donc vous avez compris, les jeux nous satisfont. Est-ce que vous avez gagné des XP ou quelque chose pour votre first mariage? Non, dingue. Et vous l'avez fait quand même. Moi aussi. Ça c'est le besoin de relate. Et en général, on relate à ce qu'on comprend. On peut pas, on a un gros problème à ce qui nous ressemble. Si je passe dans la rue, il y a un incident. Et le type réagit comme j'aurais réagi, je vais être plein d'empathie. Il me ressemble, je comprends ce qu'il fait, je vais être plein d'empathie. Si quelqu'un a un comportement que je ne comprends pas du tout, je ne vais pas du tout l'aimer. Je ne vais jamais m'attacher, il ne va rien faire qui me touche. Je ne peux pas relate. Donc si on veut maintenant, donc je voulais arriver là, c'est si on veut créer ces émotions, il faut comprendre le joueur, il faut lui proposer ce qu'il aime, il faut lui proposer ce qu'il est. Donc oui, on y pense à fond. Même carrément d'aller voir la page Facebook pour savoir quels sont tes goûts, de manière à ce qu'on puisse proposer un personnage que tu vas forcément haïr. Parce qu'on en a besoin dans notre storytelling. Ouais, on y pense. Il y a un futur comme ça. Et, tant qu'on y est, allez, j'ai un petit peu ma voix. On a autre chose aussi, dans le même idée. Donc si on commence à penser à collecter des datas sur les joueurs pour faire des profiles, nous, l'industrie du gaming, on a une data.
une attaque de folie. L'homme n'est vraiment homme que quand il joue. Les gens peuvent avoir une façade sociale, etc. Mais nous, on les capture dans leur jeu, où ils se lâchent. donc nous, les datas qu'on peut collecter ont une valeur grave. C'est les datas quand les jeunes let go and have fun. Et là, on peut les voir bien. All right. Je crois qu'on va s'arrêter là. Il faut que je tombe par terre. Merci. Je crois que tout a été dit. Merci encore beaucoup, Nicolas, pour cette passion partagée. Et puis à bientôt pour un prochain séminaire.